Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. 4 ans après, Sandra Scanella est de retour pour nous raconter la suite de son histoire. Et quelle histoire! Après la naissance de son fils, Sandra a très envie d'un deuxième bébé. Elle veut créer une fratrie, une famille, ce schéma qu'elle vit avec sa sœur et qui apporte tellement à sa vie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Vraiment pas. Sandra tombe enceinte rapidement, mais malheureusement, cette grossesse s'arrête spontanément. Une fois, puis une deuxième fois. Alors quand la 4e grossesse s'installe, il est impossible pour Sandra de connecter avec ce petit bébé qui, cette fois, va s'accrocher. Elle a peur qu'encore une fois, on lui enlève ce bonheur. Pourtant, Paloma arrive comme un boulet de canon et en pleine forme. Une vraie boule d'amour. Mais le schéma familial que Sandra avait tant imaginé ne s'est jamais réalisé. Quelque temps après l'arrivée de sa fille, elle se sépare du papa de ses enfants. La suite, je te laisse la découvrir dans cet épisode. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sandra. Salut Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Après 4 ans, tu as été ma deuxième invitée. À l'époque, je n'avais aucune notion en son, aucune notion en interview et tu m'as fait confiance. Tu es aussi la première personne à m'avoir mis un micro devant la bouche, donc merci encore pour ça. Je suis ravie, moi, de te retrouver. Et l'élève a dépassé le maître. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? J'ai découvert une passion, voilà. Mais je suis ravie, en tout cas, de te retrouver 4 ans après pour parler de la suite. Tu fais partie de cette petite capsule de que sont-ils et que sont-elles devenus. On va parler de toi, de ta maternité. Quand on a échangé la première fois, tu étais une toute jeune maman. Andrea, ton fils, avait 3 mois. Donc c'était tout nouveau. Aujourd'hui, il a donc 4 ans et 3 mois, à peu près. Et tu es maman de 2 enfants. La première question que je vais te poser, je vais pas la faire traditionnelle parce qu'on a déjà une partie de l'histoire. Donc voilà, on va vraiment partir de la suite. Est-ce que toi, tu as toujours imaginé que tu aurais plusieurs enfants? Oui. J'ai oublié de te dire de te présenter. Oui. Ouais, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté cet épisode. Tout à fait, qui savent absolument pas qui je suis. Qui es-tu? Du coup, je m'appelle Sandra, j'ai 36 ans. Je suis effectivement maman de 2 enfants, donc Andrea qui a 4 ans presque et demi, et Paloma qui a 1 an et demi. Du coup, j'ai créé aussi mon entreprise qui s'appelle F Collective, qui est un réseau pour les femmes entrepreneurs national. Et du coup, nous, on s'est connus parce que j'ai habité à Lille à ce moment-là et que maintenant, j'ai déménagé de région. Donc, il s'est passé pas mal de choses depuis ces 4 ans. On va revenir sur les différentes étapes, mais je sais pas si tu veux que je fasse un espèce de... Il y a eu ça. Écoute, je te guiderai, mais c'est un peu l'idée de partir dans la chronologie et surtout quand on a enregistré notre premier épisode, l'idée, c'était vraiment de parler de je crée quelque chose, ma boîte, en même temps que l'arrivée d'un bébé, parce que t'as un peu tout fait en même temps. Et puis c'était avant le Covid, c'était avant tout ça et avant tous les pivots qui sont arrivés. À l'époque, t'imaginais vraiment F Collective, je me souviens, comme quelque chose de physique, quelque chose de lillois aussi. Ça a switché. Aujourd'hui, F Collective, c'est quoi? C'est national, c'est un réseau sur le digital. On a une plateforme en ligne qui met en relation les femmes entrepreneurs grâce à la géolocalisation. En fait, tout a basculé sur le digital, effectivement, parce que tu l'as dit, il y a eu Covid qui est passé par là. Et en fait, nous, ça a été vraiment une révélation au niveau du business model parce que, en fait, il y a plein de gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et qui étaient hyper frustrés de pas habiter à Lille et de se dire, en fait, que du jour au lendemain, ils ont pu avoir accès à ce qu'on crée, ce qu'on proposait grâce au digital. Et tu vois, on faisait des rencontres entre entrepreneurs, on les a basculés sur le digital, ça marchait très bien aussi. Et en fait, c'est vrai que depuis, on n'est jamais repassé sur du 100% physique, mais le physique est important et c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, même on prône le fait de, effectivement, on utilise
utilise le digital comme facilitateur de connexion, parce qu'aussi, tu vois, je sais qu'il y a pas mal de mamans qui vont écouter, donc je sais, on a pas mal aussi de mamans sur le réseau, et l'idée c'est qu'aussi le digital c'est hyper simple en fait. T'as pas à aller à une réunion à l'autre bout de la ville à 7h du mat. Enfin, tu vois, nos rendez-vous, ils sont comme ils sont en ligne, tu te connectes 2 minutes avant, c'est efficace en fait, bam bam boum, et tout ce qu'on fait est disponible aussi à la demande, en replay, enfin etc. pour justement se dire ok, en fait la journée, peut-être que tu vois le mercredi t'es avec tes kids et tout, impossible de bosser, et le soir t'as 1 heure, tu voudrais rattraper un coaching, tu veux rattraper une formation, tu peux te le faire, tu vois, il y a pas cette frustration de dire j'ai pas pu aller à cette réunion parce que j'ai eu un souci d'organisation, du coup j'ai loupé, et en fait tu restes toujours connecté à ce qu'on crée. Et ouais, le système de géolocalisation, c'est hyper top. Et nous, les membres, elles se voient dans la vraie vie, elles vont boire des cafés ensemble, elles vont bosser ensemble, elles vont déjeuner ensemble. Et ça, c'est absolument fabuleux parce que quand t'es entrepreneur et que tu te lances, généralement, t'es très, très isolé. Et encore pire quand t'es une jeune maman, tu vois, entrepreneur. Il y a beaucoup de switch de vie professionnelle après une maternité, de recherche de sens, etc. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui lancent des projets, des projets de trip, moi j'appelle ça, tu vois, des projets qui te tiennent vraiment. C'est le truc qui fait sens, c'est le projet de trip. Sauf qu'en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as pas. Entrepreneur, ça s'apprend, t'as pas tous les codes. Et généralement, voilà, nous, F Collective, l'idée, c'est vraiment d'aider les femmes à monétiser ça, en fait. Parce que sinon, c'est trop. Tu peux vite basculer dans la précarité, vite tu t'arrives pas à structurer, donc c'est quelque chose que tu fais à côté, t'arrives pas à gagner assez d'argent. Et nous les femmes, on ne veut pas gagner d'argent, enfin on n'est pas dans le truc, on veut se faire plaisir, on veut être à notre place, etc. Mais en fait l'argent, mais c'est hyper important parce qu'en fait aujourd'hui, surtout quand tu parles de ce moment tu deviens parent généralement, et bien dans la plupart du temps, t'es en couple à ce moment-là, et donc tu comptes sur la deuxième personne. Sauf qu'en fait, un jour, parfois, c'est plus le cas. Et donc, du coup, il faut être indépendant financièrement, et c'est hyper important. Je peux pas te... Oui, je fais des liens comme ça, je fais des liens. Oui, effectivement. Alors, nous, notre but, ce qu'on dit, c'est que, voilà, c'est aider les femmes à être indépendantes financièrement. C'est notre mission. Et heureusement que ça a été la mienne, parce qu'effectivement, moi, j'ai du coup vécu une séparation cette année. Et mon Dieu, heureusement que je gagnais mon argent. Ouais. Mais heureusement. Mais oui, parce qu'en fait, ça, ça t'enferme, ça t'emprisonne en fait sur des relations qui peuvent être, sur des situations que tu ne veux plus en fait, et tu peux pas t'échapper, et t'es pas libre de tes choix si t'es pas libre financièrement. Donc en fait tout est un peu lié, et c'est génial en fait de pouvoir donner accès aux femmes à des choses qui sont pas forcément, qu'elles ont pas forcément apprises à l'école par exemple, parce qu'elles ont suivi des cursus qui étaient différents. Enfin je veux dire tout ce qui est compta, marketing, commercial, sales. Tout ça, c'est pas forcément inné, et je pense qu'avec F Collective, tu peux leur permettre ça. Et ça, c'est génial. Ça leur permet de pouvoir cadrer leurs activités, les activités triples, comme tu dis. Et c'est marrant que tu dis ça parce que quand l'épisode sera diffusé, on l'aura déjà fait, mais vendredi, je donne une masterclass sur la quête de sens entre maternité et travail. Ce que la maternité change dans le rapport au travail, parce que notre rapport au temps change avec la parentalité. Et du coup, on a envie d'utiliser le temps qu'on a à bon escient. Le temps qu'on ne passe pas avec nos enfants à bon escient, et faire quelque chose qui a un impact généralement. Et c'est pour ça que ça switch à ce moment-là. Et donc toi, tu permets aux gens de faire les choses bien. Et ça, c'est très cool. Les clés concrètes, quoi, de ça. Ok. Et nous, on est très là-dedans, chef collectif, de dire, ok, on se fixe des objectifs. On le fait avec bienveillance, on le fait avec douceur, on le fait. C'est vraiment une safe place. Enfin, c'est vraiment, on est dans un cocon tout ensemble, mais par contre, on est dans le cocon, mais on est là pour faire de l'argent. Et c'est du factuel, etc. Mais juste en ayant ce mindset-là, en parlant toujours de ça, ça laisse quand même un petit truc dans leur tête en disant, ok, allez, machin, faut que... Et de mettre des objectifs, tu vois, on parlait aussi de l'argent, de la money mindset. C'est incroyable, nous les femmes, à chaque fois que je parle, tu vois, on a fait un after work avec des membres avant-hier, et vraiment ça revient tout le temps de se dire en fait de combien je veux me payer, et vraiment tu vois, les objectifs, c'est là genre, et moi je suis là, mais tu veux vraiment te payer ça, c'est ton objectif là, genre et tu vois, se dire non, mais en fait non, tu augmentes ton objectif. Ton objectif, c'est 3 fois plus. Enfin, tu vois, il faut c'est ouf, les femmes, on voit tout le temps le minimum au bas. Enfin, c'est et puis donner toujours aux autres avant nous. Oui. Et ça, c'est pas
C'est nous d'abord. Mais bon, revenons à nos moutons, parce qu'en fait, tout ça, c'est hyper passionnant. Ouais, c'est passionnant. On pourrait faire un podcast que sur ça, clairement. Mais là, on est là aussi pour connaître la suite de ton histoire. Donc, on passe d'une toute jeune maman qui va créer sa boîte parce que c'était en cours, à aujourd'hui Sandra, méga girl boss, qui a créé un truc assez fou, qui a désormais 2 enfants, qui a déménagé, qui est maman solo aussi. Donc on a énormément de sujets à aborder. Donc je vais reposer la question que j'avais posée juste avant. Est-ce que toi, Sandra, tu as toujours voulu avoir plusieurs enfants? Oui, parce que en fait, je crois que c'est très intéressant. De toute façon, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est très intéressant parce que en fait, je vais m'auto-analyser parce que comme j'en ai pas reparlé de tout ce qui s'est passé là, de cette année, enfin en gros la vague que je me suis pris en plein fouet, c'est intéressant parce que je vais tu vois, tout ce que je vais dire, je vais me dire, c'est marrant que j'ai dit ça. Donc je vais m'auto-analyser. Je pense que oui, mais c'est pas genre moi en tant que maman. Je pense que c'est plus pour créer une fratrie en fait. C'est plus ça parce que moi aujourd'hui ma sœur, c'est la personne la plus importante dans ma vie et que je suis tellement heureuse de l'avoir et donc c'est plus comme ça. Donc oui, mais c'est pas pour moi en fait. C'était pour ton fils. Enfin plutôt vraiment qu'il ait un compagnon ou une compagne de jeu, de vie en fait au quotidien qui puisse. Et de vie, parce que j'espère. Enfin, après, on sait pas ça, les liens vont donner, mais tu vois, À partir de quand, enfin, Andrea, avec quel âge, quand t'as eu justement ce désir de te lancer dans cette deuxième maternité? Je pense que ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Et du coup, à quel moment vous avez pris la décision à l'époque de vous lancer dans ce projet? Je suis tombée enceinte quand Andrea avait 18 mois, donc il était tout bébé. Il était tout bébé. Est-ce que c'était genre en mode calculé? Je pense que oui. Ouais, c'était vraiment, pas forcément de contraception, mais c'était. Oui. Je sais plus, j'ai plus trop cette info, je m'en rappelle plus. Mais je suis tombée enceinte, et puis il y avait évidemment pas de sujet sur le garder ou pas. Et malheureusement, donc aussi, moi j'ai fait 2 grossesses après, 2 fausses couches après Andrea. Du coup, tu vois, cette première grossesse, elle est pas allée au bout, quoi. Et après, je suis retombée enceinte, je crois 6 mois après. Et pareil, et après, je suis retombée enceinte 6 mois après, et là, ça a tenu de pas le mois. Ok. On va parler, parce que tu en as parlé sur les réseaux, de tes fausses couches, parce que c'est des sujets quand même qu'on aborde malheureusement trop peu, et qui sont hyper importants parce qu'ils sont très courants. Est-ce que tu étais avertie? Est-ce que tu pouvais... Non, c'était horrible. Ça a été, de toute façon, effectivement, on en parle très peu. Et ça a été ce qui a été le plus dur dans ma vie, je crois. Ça a été... J'ai jamais été aussi triste que ce moment. Et non, donc je m'en suis pas attendue. Je me rappellerai toute ma vie, de toute façon, cette fameuse écho. Donc, Andrea, je suis tombée enceinte hyper facilement, tout s'est bien passé, et en fait du coup je n'avais pas cette possibilité dans ma tête, c'était pas, j'y pensais même pas, c'était, je sais pas, alors que je sais que ça existait, hein. Mais comme tout s'était très bien passé, tu t'es pas dit que toi ça pouvait être la même chose. Et du coup l'échographie donc de datation, la toute première et tout, quand le mec te dit il y a pas de cœur, quoi, enfin ça bat pas, enfin il y a plus machin, et toi t'es là, et vraiment je crois que je l'ai agressé, le mec. J'ai dit mais comment ça, non c'est pas possible, regardez bien, enfin vraiment j'ai été hyper violente. Et je me rappelle que je me suis mise à hurler et pleurer dans le truc d'écho. Je pense qu'il a pas du tout été. Et en plus, il t'annonce ça comme si. En fait, c'est ça. Moi, je me dis, ils sont pas assez formés sur cette annonce. En fait, pour eux, c'est non, c'est pas. Il me dit comme ça. Tu le regardes, tu vois, t'es sérieux en fait. Et toi, tu t'apprêtes dans ta tête à voir ton bébé pour la première fois. Oui. C'est un moment joyeux en fait pour toi. J'étais là. Et en fait, il m'a cassée. Et vraiment, j'ai hurlé. Et après, je suis allée dans la voiture et je me rappelle que j'ai hurlé, j'ai tapé de partout, j'étais choquée. Ouais. T'étais tout seule face à cette annonce-là? Non, j'étais avec le papa. Ouais. Donc là, ça a été... c'était horrible. Mais en fait, le truc, c'est que t'as sur une fausse couche qui, en soi, en fait, on dit fausse couche, mais là, quand c'est comme ça, c'est plutôt une grossesse non évolutive qu'il faut après sortir. Ouais. Et c'est pour ça, c'est les différentes étapes. C'est pas, en fait, ça finit pas là, en fait. C'est pas genre, c'est une annonce à encaisser... Et après la vie continue, c'est en fait ok, en fait là machin, je rentre chez moi, je suis la plus triste du monde, parce qu'en fait nous les femmes, c'est dans notre corps, et en fait tu te la projettes, cette grossesse. Tu te projettes, tu te prépares, tu te l'imagines,
Et c'est parti, quoi. C'est parti, en fait. Ça y est, Andrea va devenir petit grand frère. Et arrêter ça d'un coup, c'est un vrai choc, déjà, à réussir à gérer. Et en plus de ça, derrière, je suis désolée, il faut aller prendre rendez-vous, il faut que tu choisisses la façon dont il faut expulser le truc, qu'il faut que ça prend du temps. Et en fait, ton corps, le temps qu'il se remette de ça, ça prend des mois. Ouais. Et tu te dis, tu vois, c'est un peu sale ce que je vais dire, mais en fait, là, tu dis, ok, donc en fait, là, je suis enceinte, je suis plus enceinte, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai un truc mort dans moi, genre, enlevez-moi ça, tu vois, genre, c'était le truc, moi, j'étais là, mais enlevez-moi ça, c'est horrible. Et ça, je trouve qu'on est tellement pas préparé, tellement pas suivi, c'est un traumatisme. Et après, non, et c'est pas fini. Parce que tu choisis ta façon d'expulsion, donc il y a plusieurs méthodes. La première fausse couche, moi, j'avais décidé de pas refaire l'intervention d'aspiration parce que j'étais tombée une fois enceinte quand j'étais jeune toujours avec la même personne, mais j'étais trop jeune, on venait de se mettre ensemble et j'avais fait l'expulsion et ça m'avait tu vois le truc de l'hôpital, c'est vraiment un truc genre ok, t'es en mode anesthésie générale et je me rappelle que j'étais un peu traumatisée de ça et du coup j'ai voulu faire Par médicament ? Ouais, par médicament. C'était par médicament ? Oui, c'était par médicament. Et catastrophique, j'ai fait une... Parce que t'es à la maison quand tu fais ça. Ouais, t'es à la maison. Et c'est cata, parce qu'en fait, moi, ça s'est très mal passé. J'ai fait comment ça s'appelle ? Une hémorragie. T'as perdu beaucoup de sang. J'ai perdu tout le sang de ma vie. C'était choquant. Du coup, je suis allée aux urgences. Du coup, on a fini quand même par me faire l'aspiration. Enfin, tu vois, tu te dis... voilà, donc en fait, c'est juste qu'il faut... Moi, mon message pour ça, c'est qu'en fait, les personnes qui sont dans votre entourage et qui ont déjà le courage de le dire, parce que je comprends pas pourquoi les femmes n'en parlent pas, ils vivent ça toutes seules, c'est hardcore. Moi, j'avais pris, effectivement, comme tu as dit, la décision d'en parler sur les réseaux sociaux. Je m'étais même pris en photo à l'hôpital, d'en parler. Et en fait, j'avais reçu des centaines de messages en disant, moi aussi, ça m'est arrivé, etc. Et quand on parle aux copines, en fait, des fois, tu te dis, c'est fou le nombre de moi aussi que tu entends. C'est vraiment le truc du moi aussi. En fait, c'est pour ça que la libération de la parole est importante parce que tu te rends compte de quand tu parles d'un truc, tu crois que t'es la seule au monde à le vivre. Et en fait, quand tu en parles, t'as plein de gens qui viennent te dire moi aussi. Mais Elise, pourquoi ? Parce que je te dis, le mec qui t'annonce ça comme c'était machin. Là, moi, heureusement, après, j'ai changé de gynéco, mais elle était aussi traumatisante. Elle me disait, mais ça arrive à tout le monde, c'est bon. Ok. Et en fait, tout le monde minimise l'impact que ça a au niveau de ton état mental, émotionnel et tout ce que tu veux. Qu'en fait, dans ta tête, tu te dis, oui, c'est rien. Et tu te dis, c'est rien. Mais en fait, pourquoi je réagis comme ça si c'est rien ? Et du coup, mais c'est pas rien parce que ça reste. Depuis le jour 1, c'est ton bébé, c'est ton enfant. C'est le bébé qui est dans ton corps, mais c'est la projection que t'en fais. Donc c'est pas rien, c'est un deuil à faire. Le médecin te dit, ce n'est pas un bébé, madame. Si, c'est ton bébé. Je suis parfaite dans ma tête et dans mes projections, si ça l'est en fait. Et voilà, donc mon message, c'est déjà, si ça vous arrive, parlez-en autour de vous. Restez pas seul parce que c'est pas possible. Enfin, on peut pas. Il faut que ça sorte en fait. Il faut que ça sorte. Il faut pleurer. Et c'est pas rien en fait. C'est pas rien. Après, je pense qu'il y a des personnes qui le vivent plus ou moins fortement, etc. Mais c'est pas rien. Et surtout, s'il y a une personne qui vit ça ou qui vous le dit, ne minimisez pas le truc. Enfin, vraiment. Parce que moi, maintenant, quand on me le dit. Et c'est marrant parce que t'as quand même le truc de se dire... T'as quand même des filles qui te le disent en mode « Ouais, j'ai fait une fausse couche. » Mais elles te le disent... Comme si elles t'avaient dit... Et moi, je la prends par le bras en mode « Mais ça va, ça va. » Et comme je l'ai vécu et que je sais comme j'ai été traumatisée, et qu'elle te dit « Oui, non, mais ça va, t'inquiète. » Mais en fait, pourquoi tu mens ? Pourquoi tu fais semblant que c'est rien en fait, tu vois ? Et c'est ouf, il y a des gens qui mettent vraiment la distance. Ouais, de la distance avec ça. Mais après, il faut respecter ça. Donc là j'ai dit elle veut pas aller plus loin dans le sujet. Je dis tu sais moi ça m'est arrivé aussi machin. Et elle a pas voulu. Ok, bon mais dans mon petit cœur moi ça m'a, tu vois je sais. Et en fait moi maintenant quand on me dit fausse couche et que j'entends fausse couche, vraiment mon petit cœur saigne. Tu vois je sais ce que c'est. Et voilà donc la première fausse couche du coup c'était long et après le temps de ton corps il se remet, que t'as de nouveau tes règles, tu vois ça prend 4 mois facile. Toi tu t'étais dit que tu voulais réessayer très très vite. Ah oui et malheureusement ça n'a pas remarché mais la deuxième fois du coup t'as plus la même en fait moi c'est pour ça le truc c'est que Paloma
On m'a enlevé cette... Je vais peut-être pleurer, je vous le dis. Moi, j'ai pas pris ma voix de bouche. J'ai demandé à Lou de la mettre. Parce que c'est... Paloma, ça a été... Du coup, t'as plus la même innocence, en fait. Et donc, la deuxième fausse couche, du coup, je suis allée au rendez-vous en disant, je sais que ça va mal se passer. Ah ouais, tu avais une intuition ou alors t'avais une peur? Non, parce qu'en fait, je sais qu'on va me l'enlever, ce moment, en fait. On me l'a déjà enlevé une fois, en fait. Et du coup, et voilà, effectivement, on te redit que c'est machin, nana. C'était les mêmes conditions, enfin, je veux dire, t'as fait 2 fausses couches non similaires, ouais. Et donc là, voilà, la deuxième fois, donc là, j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment que je change de gynéco pour le coup, parce que vraiment, genre, traumatisme, enfin, c'est c'est de la violence mentale, c'est waouh. Et je me disais, en fait, ça peut pas marcher, je suis pas dans un environnement, bon, bref. Et donc j'ai été moins surprise, donc moins choquée, tout aussi triste, parce qu'en fait, allez, c'est reparti, les rendez-vous, les machins. Et donc là, j'ai décidé de faire l'aspiration directe. Mais tu vois, c'est chiant, tu vas à l'hôpital d'une journée, je suis désolée, c'est pas rien en fait. C'est pas rien pour ton corps non plus, parce que t'as une anesthésie générale. Enfin, après, je crois qu'il y en a quelques-unes qui font sans anesthésie générale, mais majoritairement c'est des anesthésies générales, donc pour ton corps c'est déjà, on t'injecte, c'est pas anodin. Dans ton corps non plus, c'est une intervention qui va aller quand même toucher ton utérus. C'est pas rien, tu vois. Et vraiment. Je me rappelle que la deuxième, j'étais dans un état tellement de tristesse que je voulais pas me réveiller, je me réveillais pas. Et le personnel, ils étaient là, genre, et en fait je les regardais. Tu vois, je me réveillais vraiment genre. Je veux pas me réveiller de cet enfer, en fait, j'ai envie de rester inconsciente, tu vois, parce que j'ai pas envie de me réveiller, de me rhabiller, de repartir dans la vie, de ressourire, tu vois. Donc voilà, et puis du coup Paloma, donc je suis retombée enceinte, donc le même mécanisme de on va m'enlever, et en fait j'ai eu un peu ce pressentiment toute la grossesse, quoi. T'as eu peur tout le temps. Ouais. Alors qu'Andrea, j'étais dans un truc de, tu vois, genre Télétubbies, genre la. Ouais, tout était bien, tout était beau. Je me souviens que tu m'avais dit t'avais vécu une grossesse de rêve, quoi. Incroyable. Et Paloma, j'étais pas dans le même truc, on va me l'enlever, en fait. Après, t'étais pas dans les mêmes conditions de vie non plus, puisque t'étais quand même à un moment où F Collective avait pris une autre ampleur, et je pense que tu travaillais aussi beaucoup plus. Oui. Est-ce que ça t'a fait du bien, justement, d'avoir le taf à côté? F Collective, dans tous les cas, m'a sauvée de tellement de choses. Le fait d'être à ma place professionnellement, ça m'a sauvée de tellement de choses. Donc déjà des fausses couches. Effectivement la grossesse, de me dire en fait j'avais peur qu'on me l'enlève, mais que finalement je passais pas mes journées à penser à ça en fait, puisque j'avais d'autres trucs à penser, et je me disais fais ce que t'as à faire et tu vois, ça va, on va voir comment ça va grandir, évoluer, etc. Mais j'ai mis du temps à vraiment me projeter avec ce bébé. Est-ce que t'as réussi à te connecter avec Paloma? Non, pas pendant la grossesse. Non. Après, aujourd'hui, je suis hyper connectée à elle, parce que je pense que j'ai l'impression qu'on a vécu des choses ensemble très fortes, parce qu'on était deux, en fait. On était elle et moi. Mais pendant la grossesse, non, j'étais beaucoup moins j'étais beaucoup moins connectée à ce bébé, tu vois, parce qu'on allait me l'enlever, en fait. Ouais. C'est marrant, marrant entre guillemets, cette expression de on va me l'enlever, comme si c'était, c'est vraiment quelqu'un à chaque fois d'extérieur qui te l'enlève. C'est cette annonce-là en fait qui est le plus traumatisant. Ouais. Et je me rappelle du visage de toutes les personnes qui m'ont enlevé mes grossesses. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est incroyable le fait que putain, mais formez-vous, je sais pas, mettez les formes, quoi. Ouais. Non mais complètement. Je veux dire, c'est pas. En fait, ce qui est délicat, c'est que c'est des gens qui voient des trucs horribles tout le temps, pas tout le temps, mais souvent, et qui peut-être sont, après là c'est moi, psychologie de comptoir, bonjour, mais qui sont peut-être déconnectés de l'émotionnel, eux, parce qu'en fait sinon c'est trop dur pour eux à gérer, d'avoir d'être tout le temps dans l'émotion, mais il n'empêche que des grossesses désirées, c'est des projets de vie, quoi. Mais tu vois, mais oui. Et tu peux pas dire juste oh bah voilà, c'est fini, il va se passer ça, et quand ils t'expliquent ce qui va se passer, parce que parfois pas toujours en fait, t'es censé, ils agissent parfois, ils te disent des choses comme si t'étais au courant, alors qu'en fait non, c'est la première fois, même la deuxième fois en fait. Je dois faire quoi maintenant en fait. Ouais. Et puis c'est à toi de prendre toutes les initiatives aussi, d'aller prendre le rendez-vous, d'expliquer je ne sais combien de fois je fais une fausse couche, mon bébé n'est pas viable, le cœur de mon bébé s'est arrêté. C'est des mots,
on pourrait simplifier le parcours en fait des personnes qui vivent ces drames-là. T'as beaucoup utilisé le mot rien et ça m'a fait penser à Mathilde. J'ai reçu sur le podcast Mathilde Lemil, ou le miel, je sais pas comment elle dit son nom, qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Mais presque rien et qui parle justement de fausses couches. Elle a fait des fausses couches à répétition et à chaque fois on lui disait que c'était rien. Et le mais presque rien, bah du coup ça a vraiment cette idée de dire que bah non, c'est pas rien en fait. Il faut arrêter de dire que c'est rien parce que c'est pas le cas. Et puis ça a une incidence après derrière, enfin sur les grossesses d'après, de dire moi je sais pas, connecter à mon bébé. Et il y a pas de suivi psy en fait. Il y a pas d'accompagnement. Ouais, exactement. Enfin je veux dire là je me dis le truc logique ça serait toutes les personnes à qui on annonce que le bébé n'est pas viable ou que etc. Ils doivent dire à leur rentrée qui rentre nos coordonnées sur un truc ou dans l'heure on est appelé par quelqu'un en fait. Ouais. Donc là voilà ce qui se passe pour vous, voilà ce qui va se passer après, voilà ce que vous devez faire, juste les premières étapes et je vous rappellerai dans X jours pour voir si vous avez envie de parler un petit peu, enfin tu vois, juste alors oui je sais que les personnes là elles ont pas le temps et que c'est pas leur ça manque de personnel, voilà plein de choses hein. Mais moi je me rappelle que j'avais cherché aussi beaucoup de contenu, j'avais besoin d'entendre tu vois des femmes à qui ça arrivait et qu'elles disent aussi je suis traumatisée, je suis choquée, c'est voilà et j'avais besoin de me dire mais c'est pas moi, enfin en gros tu vois, et j'avais réussi à trouver quelques épisodes de podcast mais très peu, et je trouve que c'est pas assez c'est comme tout, on en parle un peu plus, il y a plus de personnes qui prennent la parole et tant mieux parce que c'est trop important, mais c'est jamais assez. C'est jamais assez parce que il faut les trouver ces personnes-là et on ne les a pas toujours à disposition. Et elles le disent pas quand tu vois, ça se trouve ce serait hyper simple si tout le monde le sait. Si déjà le truc de pas annoncer ta grossesse avant 3 mois, tu vois. Enfin à partir de là, forcément qu'il y a plein de femmes qui vivent ça seules parce que personne ne sait. Au cas où, justement, c'est parce que au cas où qu'il faut le dire. Enfin si on en a envie après voilà, mais que c'est intéressant et important de le dire avant parce que c'est justement dans le au cas où, dans le quand ça se passe mal qu'on a besoin des gens, qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin d'amour. Pas si ça se passe bien. Vraiment t'isoler. Hein. Enfin, moi, c'était complètement. Et donc tu dis, tu n'arrives pas à connecter à Paloma, mais en fait ça se comprend parce que tant qu'elle est pas là, elle est pas là. Exactement. Tu vois. Mais quand elle a été là, tu vois, c'est la rencontre s'est vraiment fait le jour où elle est arrivée. Quoi. Ouais. Et du coup, tu vois, j'ai même pas, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai même pas fait le parcours de préparation à l'accouchement. J'ai rien. En fait, t'as vécu une grossesse comme si t'étais pas enceinte. Ouais, exactement. T'as pas ralenti le rythme du tout. Non. T'as travaillé jusqu'au tout le temps. Jusqu'au bout, en fait, bout du bout d'ailleurs. T'as vraiment fait comme si elle n'existait pas en fait cette grossesse. C'est pas évident. Enfin, surtout après une grossesse d'Andrea que t'as vécue pleinement. Ouais. Mais moi vraiment la grossesse d'Andrea, le souvenir que j'en ai, tu vois, c'est waouh. Je me rappelle, je préparais tous les petits trucs, machin, je rangeais les petits body parottes de machin. Bon après le deuxième, généralement c'est pas comme ça non plus, mais ouais, tant qu'elle j'ai après Paloma, c'était vraiment faire quand elle sera là, parce qu'en fait d'abord faut qu'elle soit là. Ouais. Est-ce que t'as demandé le sexe du bébé pendant la grossesse? Oui, ça t'a pas amené plus de concret? Non. Enfin si un peu, mais cette peur, c'est horrible. Jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout. Il n'y a rien qui t'a rassuré. Une épée Damoclès sur la tête, quoi. Okay. Pendant cette grossesse, tu as aussi décidé de changer de vie. Oui. Pour quelle raison t'as décidé de partir? Ça c'est des raisons personnelles. Ouais, mais alors pas forcément, parce qu'il y a des raisons aussi qui font que c'est lié aussi à ces bébés-là. Enfin, Ouais. Moi, ma famille, elle est pas à Lille. Et du coup, l'idée, entre autres, c'était aussi de me rapprocher de ma famille pour voir si ça fonctionnerait plus. Si l'idée allait pouvoir fonctionner. Bon, ça a fonctionné. Enfin, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, etc. Mais ouais, c'était ça un peu l'idée de me rapprocher de ma famille. Ok. Parce que du coup, je veux dire, tu développes une boîte. Tu pars à l'autre bout de la France, parce que quand même, l'île Grenoble, on n'est pas non plus sur des distances. Enfin voilà. Tu pars à l'autre bout de la France, tu connectes pas avec ton bébé. Comment ça se passe la naissance de Paloma? La naissance de Paloma, Paloma, c'est... Paloma, elle a décidé d'arriver à terme
Du coup, je suis allée à l'hôpital à terme. On m'a proposé de me déclencher. Pour quelle raison ? Il y avait une raison ? Bah, tu sais, ils te proposent, est-ce que vous voulez rester et tout. Moi, l'accouchement d'Andrea, c'était l'accouchement parfait. Péridurale, pareil, genre trop cool, bien, y arriver vite, parfait, ta. Du coup, moi, dans ma tête, pareil, ça va se passer comme ça aussi. Et en fait, donc du coup, on décide de pas se faire déclencher le jour même. Et en fait, elle est arrivée dans la nuit, et en fait, elle est arrivée, mais genre, poussez-vous de là, quoi. Ah ouais ? Ma fille, c'est une warrior, déjà. Oui, genre, première petite contraction, mais rien de... Enfin, les normales de d'habitude, en fait, c'est la nuit, ça tire et tout. Et en fait, vraiment, en 1 heure, c'est passé de rien à tout. Et j'ai failli coucher dans la voiture tellement elle était là, genre, poussez-vous de là. Elle était pressée. Ouais, donc, dans la voiture, les contractions, les vraies contractions. Tu sais, quand on te dit, ça sera des vraies contractions, tu sauras. Ouais, ça y est, j'ai compris. Et du coup, arrivé à la maternité, et vraiment, on m'a dit, moi, j'étais là, genre, la péridurale. Et vraiment, on m'a regardé, on m'a fait... non, elle a été mignonne parce que je crois qu'elle a fait semblant de pas me dire. Elle m'a pas dit non. Pourquoi elle était mignonne ? Parce que je pense qu'elle avait vu mon état et elle s'est dit si je lui dis non, elle va me frapper. Du coup, je crois qu'elle a fait semblant. Elle m'a mis un coton mouillé dans le dos parce qu'en fait, j'étais à 10 accouché, quoi. Ouais, j'ai accouché. Donc en fait, c'était pas possible. Donc je pense parce qu'après j'étais, mais elle a failli elle a voulu me mettre la péridurale et j'étais en train d'accoucher, mais je pense qu'elle a fait semblant en fait. Elle a dit c'est pas possible. Et là elle m'a regardée, je me rappellerai toujours de son regard là, avec le masque. Elle m'a regardée, elle m'a pris le bras, elle m'a dit maintenant madame, on va pousser, votre bébé il arrive. Et là et la douleur. Enfin je veux pas du coup. Ah mais si, on est là pour ça. Mais mon Dieu, la douleur. Mais la douleur. T'avais pas préparé un accouchement sans péridurale ? J'avais pas préparé du tout un accouchement. Déjà, j'avais rien préparé du tout. Je suis arrivée comme ça avec mes petits souliers. Mais alors c'était même pas encore une fois une éventualité, tu vois. Je savais qu'il y avait des gens qui le faisaient, mais vraiment non. Enfin, c'est pas. Et j'ai cru que j'allais mourir, mon Dieu. C'est la douleur. Mais après, donc la chance dans la malchance, c'est 3 poussées, elle était là. Donc l'accouchement c'était un peu vraiment violent. Ouais. Moi je l'ai encore, mon accouchement Tu l'as vécu comme un trauma ? Oui, ouais. Alors oui, mais maintenant qu'elle est là et que enfin tu vois, je sais pas, ça m'a adouci ce moment qui effectivement moi m'a traumatisé. En fait ce qui m'a traumatisé c'est de me voir en état animal. Tu maîtrisais pas là. Je maîtrisais rien, mais surtout je hurlais. J'agrippais tout ce que je pouvais, j'étais un animal. Franchement, j'avais à la fin, vraiment, je me suis excusée auprès de tout le monde parce que vraiment j'avais honte tellement j'ai hurlé, je criais. Je me dis, mais tout l'hôpital a dû entendre. Et je pense que eux ont l'habitude, mais vraiment moi, de me voir dans cet état de torsion, tu te tords dans tous les sens et tu hurles et t'es un animal. Et moi, c'est plus ça. Le choc que ça a été, la douleur aussi, mais c'est plus me voir dans cet état animal et vraiment 2 secondes après, c'est bizarre de se dire, tu vois, ça passe, t'es dans cet état-là et 5 minutes après, quand le bébé sort, tout s'apaise et toi t'es encore en mode révulsion, comment on dit, des palpitations comme ça, convulsions. De tremblement de ce qui vient de se passer, t'es là genre ça y est c'est fini, c'est pas fini, je sais pas. Je sais pas, moi je l'ai vécu comme un traumatisme, mais je crois, tu vois, je m'analyse, avant quand j'en parlais je pleurais, et là je t'en parle, non je pleure plus, donc ma Paloma elle a adouci tellement de choses. La rencontre, comment elle s'est passée? La rencontre elle s'est passée elle s'est bien passée. Il y a des trucs que j'ai pas trop envie de raconter, mais elle s'est bien passée. J'ai eu un bon moment, j'ai eu quelques jours avec elle à la maternité, toute seule avec elle, et ça pour le coup ça a été plus mon moment à moi avec elle. Après voilà, quand elle est arrivée, on l'a tout de suite donnée au papa qui s'est mis avec elle en peau à peau, et moi après on a voulu du coup me recoudre, etc. Et en fait la fille elle m'a charcutée, et je n'avais pas d'anesthésie, c'était horrible. En fait c'était pas fini, mon accouchement était pas fini et moi je continue à hurler de douleur. Je disais mais mettez-moi un truc, faites-moi des piqûres d'anesthésiant, j'en sais rien. Et je sais pas ce qu'elle foutait, hein, vraiment je la regardais genre mais tu fais quoi
Donc c'était un moment en fait où j'ai pas vraiment rencontré ma fille parce que pendant ça a été long hein. En fait elle était là, eux ils étaient dans leur petit moment là cocon machin et moi j'étais encore sur ma table en train d'hurler d'avoir mal quoi. Ça finit pas. Donc tu vois ma rencontre avec elle, je l'ai pas, c'est pas ce moment en fait. Après je l'ai eu en peau à peau. Mais le moment où je l'ai vue, c'était vraiment quand je me suis retrouvée seule avec elle dans la chambre. Okay. Et là, on a vécu quelques jours toute seule, comme les enfants, tu vois. Oui, c'était encore en Covid. Donc les enfants ne pouvaient pas venir. Donc, j'ai pas eu trop de visites parce que, pareil, ils ne pouvaient pas venir non plus. Donc, ça, c'était trop bien. Et j'ai vraiment... ma rencontre, elle s'est fait vraiment à ce moment-là, dans la chambre, toutes les deux, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a fait de devenir maman de 2 enfants ? Qu'est-ce que ça fait de... Bah, c'est plus simple. Hein. Tu trouves ça plus simple, toi ? Non, c'est plus simple. C'est-à-dire, je sais que... Tu sais que tu te connais maman. Donc c'est ça, t'as moins toutes les questions du premier, enfin tu vois, tout ce que j'ai raconté sur l'autre épisode, le premier épisode de podcast, toutes les questions, tout le tsunami, tout le machin, en fait, c'est quand même plus facile, je trouve, plus doux. T'as fait des choix différents avec Paloma. J'ai pas allaité Paloma, je m'en sentais pas capable. Je m'en sentais pas capable, en fait. Ah ouais, carrément. Et c'est un choix que t'avais fait dès la grossesse ? Oui, je le disais. Après, dans ma tête, je me disais, bon, je verrai sur place. Parce qu'encore une fois, comme je me projette pas, je verrai sur place. Mais dans ma tête, c'était, non, je pense pas allaiter. Et c'est OK. Et c'est OK. Après, j'avais eu peur de pas avoir la même connexion, du coup, avec le bébé. Mais ça, c'est des grosses conneries. Mais tellement des grosses conneries. Parce que Paloma, je suis autant connectée que mon fils. Je suis fusionnelle avec elle, alors que je ne l'ai pas allaitée. Donc, faut pas culpabiliser vraiment. Ça... Et cette décision était OK. Moi, je ne culpabilisais pas de lui donner des biberons. Vraiment. Bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est un peu non, principal. Ça a été très... c'était ça, pour le coup. C'est vraiment un sujet que je me suis pas mis sur le dos en culpabilité. Et ouais, donc mais c'est quand même parce qu'Andra, je l'ai quand même allaité presque 6 mois. Hein. Donc je suis passée vraiment de tout à rien. Bah ouais, mais bon, c'est des moments de vie vraiment différents. Hein. Ouais, je m'en sentais pas capable. J'avais pas la force, c'était pas possible. Et c'est très bien passé. Et du coup, bah, tu vois, les nuits, du coup, tu peux aussi les splitter, faire. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Comment tu vis ton postpartum de cette 4e grossesse, en fait, parce que c'est ça aussi, c'est une 4e grossesse. Je pense que je l'ai pas encore vécu. Ouais. J'ai pas eu le temps. Il s'est passé trop de trucs. Il s'est passé trop de trucs. Donc en fait, pour dire dans les trucs un peu factuels, après la naissance de Paloma, je me sépare du papa des enfants. Voilà, ça se fait pas. C'est dur pour tout le monde. Et du coup, vraiment, je me suis pas du tout. J'ai pas eu de postpartum, j'ai pas eu le temps en fait. T'en as eu un, t'en as vécu un, mais tu n'as pas eu le temps de le poser. T'as dû enchaîner quoi. Je sais pas si j'en ai eu un. Ah si, un postpartum, dans tous les cas, dans les faits, c'est la période après la grossesse. Donc dans tous les cas, t'as vécu la période après la grossesse. Ça veut pas dire... Mais ce que tu veux dire peut-être, c'est que tu n'as pas eu le temps de te poser, de vivre vraiment... de vivre les choses, en fait. C'est que la vie, c'est peut-être un peu imposé à toi. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais, donc je sais pas. Ouais. Là, franchement... Est-ce que tu t'es arrêté de travailler, juste Rien que ça, tu vois. J'ai levé le pied. J'ai eu la chance d'avoir Odélia qui a apporté énormément. J'arrête pas de le dire depuis plusieurs jours parce que comme on est à Lille, de passage à Lille, du coup je vois plein de gens et j'arrête pas de le dire. Heureusement, donc Odélia, si tu m'écoutes, heureusement qu'elle était là parce que seule là, avec tout ça, j'aurais pas, ça aurait été très compliqué. Mais elle a porté beaucoup de choses. Donc heureusement. Mais oui, non, je me suis pas arrêtée de travailler. Mais ça m'a sauvée, Élise. Ouais, je sais. Ça m'a sauvée, moi, F Collective m'a sauvée. Heureusement que j'avais ça. Parce que là, je pense qu'on serait pas là. Hein. Moi, je serais... je sais pas, ce que je serais pas. Ouais. Cette séparation, on va pas rentrer dans les détails, parce que ça nous regarde pas, mais en termes de chronologie, elle arrive combien de temps après l'arrivée de Paloma ? La séparation vraiment physique. Paloma, je crois qu'elle avait 7 mois, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que tu t'étais... Imaginez maman solo. Ah ben bien sûr que non. Mais bien sûr que non.
Mais absolument pas. Mais personne s'imagine ça. Personne n'a envie de ça pour soi. Ouais. Mais en fait, t'as un truc à déconstruire dans ta tête, en fait, de se dire... Tes parents sont toujours mariés ? Oui, mes parents. Toi, t'as pas de modèle Non. de divorce. Donc forcément, c'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Non. Et ma sœur, elle est avec son mari. Donc effectivement, évidemment, non. Donc déconstruire la famille, tu vois, l'image de la famille, la culpabilité pour les enfants, de se séparer, tu vois, de plus avoir papa et maman dans la même maison. Il y a beaucoup de choses, quoi, à travailler. Après, ça se fait du moment où chacun sait que c'est le bon choix et que si on est de toute façon ensemble dans une même pièce, on voyait bien que Andrea il changeait de comportement, il sentait l'électricité. Et du coup, oui, il vaut mieux papa et maman séparés, heureux chacun de son côté, que malheureux ensemble en fait. Mais il y a beaucoup de couples qui restent ensemble pour les enfants. Moi, j'ai été un enfant on reste ensemble pour les enfants. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça parce que ça détruit des vies. Plus qu'une séparation. Moi, j'ai été cette petite fille qui rêvait que ses parents divorcent. J'ai été cette petite fille-là et en fait... Non, mais moi aussi, je vais pleurer. On va pleurer ensemble, ça va être sympa. Et en fait, c'est aussi un cadeau que tu peux leur faire. De pas rester. Parce que c'est... Ah, je m'y attendais pas, celle-là. C'est chiant de faire des podcasts avec des gens qu'on connaît. Et en fait, vraiment, c'est un cadeau parce que rester ensemble pour les enfants en faisant croire que c'est ce qu'ils veulent et en faisant croire que c'est la famille idéale et que ça va leur apporter tout ce qu'ils souhaitent, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les enfants sont tout. Et les enfants qui vivent dans des relations où c'est justement compliqué ne sont pas heureux. Alors qu'en fait, un parent heureux fait un enfant heureux. Et si t'es heureux sans le papa ou sans la conjointe ou peu importe, en fait, ta configuration de famille, en fait, si tout le monde est heureux et si tout le monde... c'est ça qu'il faut. Alors oui, en termes de logistique, c'est plus compliqué. Bien sûr, t'es toute seule selon ce que tu choisis. Et même pour eux. Et pour eux, c'est compliqué. Mais en même temps, ce sera leur norme, en fait. Ce sera leur norme. Et oui, en fait, faut pas dire que c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, enjoliver les choses avec vous aurez 2 fois plus de cadeaux d'anniversaire. Ça enlève la souffrance que ça peut être. Ceci dit, ta fille n'aura connu que ça. Ma fille ne nous aura même pas connus ensemble. Ouais. Donc en fait, ce sera vraiment pour le coup sa norme. Enfin, c'est quelque chose dont elle se souvient, enfin, qui n'aura pas de sens pour elle. Donc en fait, ça lui manquera pas potentiellement. Mais donc accueillir la souffrance des enfants parce que ça peut être douloureux parce qu'en fait il y a le manque aussi qui est quand l'un des parents n'est pas là dans les 2 sens, mais la séparation vraiment c'est quand ça va pas, enfin c'est un très très beau cadeau que tu fais à tes enfants. Oui, je le sais, je sais. Après oui, c'est dur pour tout le monde, c'est dur de tous les côtés, mais en fait encore une fois on se rend pas compte à quel point on est forte, quoi. Parce que après il faut partir, il faut trouver un autre logement, il faut, tu vois, là aujourd'hui du coup moi j'ai mon appartement, tu vois, alors c'est peut-être pas la grande maison dans laquelle tu rêvais d'élever tes enfants, mais en fait c'est mon appartement de transition, c'est mon chez moi, c'est mon cocon. Je fais ce que je veux, j'ai les affaires que je veux, je fais tout comme je veux. Et j'ai jamais été aussi heureuse que ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, et je rebondis dessus, moi j'ai une seule mission à partir de maintenant, c'est d'être heureuse. Et c'est ma mission de vie, parce que je sais... parce que je sais, tout ce que tu as dit, je le sais. De dire, les enfants, ils veulent juste des parents heureux, en fait. Et si tout le monde est heureux, même si chacun de son côté... Et voilà, moi je sais que là, du coup... oui, du coup, c'est la logistique pour eux, c'est ce qui me fait un peu culpabiliser parce que en plus, comme Paloma est petite, on fait pas une semaine, donc en fait, ils changent, ils ont fait 2 dodos, 3 dodos, donc tu vois, le matin, Andrea me demande ce soir c'est qui vient me chercher, enfin tu vois, je dis putain, c'est pas encore fixé. Ouais. Mais ça viendra, ça. Non, c'est parce que Paloma est trop petite, une semaine. Mais du coup, c'est chiant, mais après, bon, c'est des enfants, ils s'adaptent hyper facilement et. Eux, ils s'adaptent hyper facilement, en fait.
Du moment où il faut bien leur expliquer tout, bien communiquer, et les entourer, moi, d'amour fois 1000, c'est fois 1000. Ouais, je crois que je leur donne encore 1000 fois plus d'amour que... Je fais hyper gaffe à ça. Voilà, c'est encore plus de paroles rassurantes, de je t'aime, de câlins. Je fais que de câlins et tout. Et voilà, et de sourire et de leur montrer que leur maman elle est heureuse et que tout va bien en fait, qu'ils s'inquiètent pas, tout va bien. Et puis en fait, d'avoir devant eux l'exemple d'une maman qui se bat pour son bonheur, bah, ça leur donnera les clés pour le faire pour le leur en fait. Et se dire que bah, en fait, tu leur montres un super exemple quand même parce que tu prends des décisions pour toi, pour ce qui est bon pour toi. Et en fait, ça en termes de... Enfin, t'es pas là pour faire plaisir aux autres, en fait, t'es là pour te faire plaisir à toi. Même si, en fait, en complément de ça, tu as monté, par exemple, une entreprise tournée vers les autres. Donc c'est pas de l'égoïsme pur et simple, c'est juste que c'est ce qui t'a sauvé toi, c'est ton bonheur à toi pour pouvoir transmettre après derrière. Et en fait, leur donner cet exemple-là, enfin, il y a quoi comme meilleur exemple que ça? Je pense après, pas qu'il y en ait un. Je sais pas, moi, ce qui me... Mais là, quand tu parles de ça, je me dis, oui, je sais tout ce que tu dis, oui. Mais... tu sais pas comment eux vont interpréter la chose quand ils seront un peu plus grands. La communication, parler, et il faudra en reparler. Là, ils sont peut-être trop petits pour vraiment poser les mots, mais je veux dire, si à un moment ils ont besoin, enfin, leur montrer que la porte est toujours ouverte pour la communication, en fait, qu'ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent parce que c'est leur histoire aussi. Exactement. Et à partir du moment où tu mettras des non-dits, c'est là qu'il y aura de la problématique. Si tu dis tout, si t'es transparente et que tu racontes les choses de manière factuelle, en oubliant les ressentiments, parce que dans les séparations, il y en a toujours. Mais les enfants n'ont pas à vivre ça. Les enfants sont des enfants. Les histoires d'adultes, ce sont des histoires d'adultes. Clair, et ça ne les regarde pas. Parce que pour eux, maman sera toujours maman et papa sera toujours papa. Et c'est ça qui compte, en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Peu importe les histoires qu'il peut y avoir derrière nous. En fait, la transparence et la communication sera la clé, en fait. Ce sera ça. Aujourd'hui, peut-être pas, parce que vraiment, ils sont petits, mais même, ils peuvent avoir des questions aussi. Bah, ça, je le fais déjà. Même Paloma, qui a 1 an et demi... J'essaie vraiment de lui expliquer, etc. Elle te regarde comme ça, genre... mais non, mais c'est important. C'est très important. Ouais. Donc, Et puis, tu vois, on en parlait au tout début de l'épisode, mais l'indépendance financière, ça, mais enfin, comment tu fais sinon? Tu peux pas partir. Tu peux pas décider de ta vie si t'as pas d'indépendance financière. Et ça, c'est trop important. Ouais, tout à fait. Mais ô combien. Ouais. Non, c'est clair. Et puis, encore une fois, moi, F Collective, cette année, ça a été compliqué. On a maintenu... Enfin, tu vois, moi, je me dis, mais avec ce que j'ai traversé, mais comment on est encore là? Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable comment on est encore là. Après, tout le monde nous dit de l'intérieur, nos clientes, et même de l'extérieur, que ça s'est pas du tout senti. Non. Enfin, tout le monde... Enfin, tu vois, je me dis, comment... Il y a personne qui a senti quand même que la fondatrice, elle s'est pris une... Non, parce que tu as réussi à construire autour de toi une équipe fiable. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit heureusement que, parce qu'en fait... Et voilà, et moi, F Collective, pour le coup, à chaque fois ça n'allait pas, donc on a parlé des fausses couches, on a parlé de la séparation. Comme c'est mon projet trip, et c'est là où c'est important de trouver sa place professionnellement, même si c'est en entreprise, mais d'être heureux professionnellement, parce qu'en fait, si en plus de tout ça, t'es pas heureux dans tes journées, mais pouah. Et moi, F Collective m'a sauvée, parce qu'il n'a jamais été question, ne serait-ce qu'un seul instant, une seule seconde, malgré tout ce que je traversais, qui c'était dur physiquement, psychologiquement, émotionnellement, d'arrêter. Mais jamais. Tu t'es jamais dit, je vais aller prendre un job salarié, histoire d'assurer les fins de mois tous les mois? Jamais. Mais parce que pourquoi? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que c'est ce qui me rend heureuse. Et que si je m'enlève ça... mais je me coupe une jambe, enfin tu vois, je me tire une balle dans le pied toute seule. Et mon objectif dans la vie, surtout encore plus maintenant, on devrait tous avoir cet objectif, mais maintenant que je suis une maman solo, c'est d'être heureuse. Et du coup, et tout ce qui s'est passé cette année, je sais que, et c'est marrant parce que j'ai fait, ça a été mon thème de 2023 que je me suis donné, que le perso apporte de la puissance au pro. Donc là, maintenant, j'ai beaucoup de douceur dans mon perso et que ça y est, je sens que ça y est, là, je vais y aller, je vais tout péter, en fait. Là, c'est bon. En fait, cette année, ça a été une année où on a
stabilisé. On a survécu stabilisé. On est exactement à ce qui était l'année d'avant, donc tu vois, on n'a pas perdu, etc. Donc c'est très bien. Et maintenant, tout ce qui s'est passé, mais ça m'a donné la rage, mais une rage de réussite, parce que maintenant, en fait, la maison, l'appartement que j'ai, c'est effectivement un petit appartement de transition, et c'est mon cocon, j'adore, etc. Mais maintenant, moi, j'ai des ambitions. Je veux que mes enfants y voyagent. Je veux que mes enfants ils aient un joli endroit où habiter. Je veux que je puisse leur payer, machin, non. Et en fait, là, je vais tout péter pour eux. Et en fait, je sais plus où j'avais entendu ça, qui disait que les mamans solo, c'était des lionnes, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu pars à la chasse maintenant, t'as pas le choix de revenir avec la gueule vide. T'as pas le choix de revenir sans rien. Parce qu'en fait, tes enfants, il faut les nourrir. Et du coup, là, je sens que je suis en train de me transformer. Déjà, je l'étais, hein, mais là, en fait, tu vois, c'est le boomerang. C'est que on m'a frappé une fois, 2 fois, 3 fois, mais en fait, plus tu me frappes, et plus je les transforme en puissance EF collective. Regardez-moi bien, je prends là. Vous n'êtes pas prêts. Là, je vais y aller. Carrément. Et c'est grâce à tout ça. C'est grâce à tout ça. Et voilà. Et après, il faut que mon objectif, c'est d'être heureuse. Et c'est de trouver un équilibre, parce que je veux passer du temps avec mes enfants. Je veux être une maman aussi qui est là pour eux. Mais voilà, quand ils sont chez leur papa, ils sont chez leur papa. Tu vois. Ouais, mais justement, j'allais te poser la question. Comment tu vis ces moments sans enfants ? En fait, là, ça va, parce que comme je t'ai dit, le rythme, c'est 2 dodos, 2 dodos, 3 dodos. Donc en fait, t'as même pas le temps de dire... c'est comme s'ils allaient dormir chez un copain ou un truc comme ça, tu vois. Le jour où on passera sur un truc plus 5 pour tout le monde, qui est une semaine, où là, ça va pas être pareil. Ça va être dur. Mais t'arrives à prendre des temps pour toi quand ils sont pas là ? Bien sûr. Parce que c'est ça aussi. Enfin, on voit toujours le côté mes enfants sont pas là, mais c'est aussi une opportunité d'avoir du temps pour toi. Pourquoi pas pour travailler plus aussi à ces moments-là, ou pour vraiment prendre du temps pour ton soin à toi. Les mamans qui sont en train de vous séparer, etc., il n'y a pas que du négatif, hein, effectivement. Moi, en fait, il y avait la Sandra entrepreneur, la Sandra maman, la Sandra en couple. Pas trop, justement. En fait, c'est même pas Sandra en couple, c'est la Sandra femme, en fait, je pense. Et je pense qu'elle, là, ça fait des années qu'elle est, je sais pas, elle était partie, mais très très loin, très loin. Donc elle était, la Sandra. Toi, en tant que personne. En fait, en tant que femme. Ouais, en tant que femme. En tant que femme, c'est-à-dire, prendre soin de soi, tu vois, moi je crois dur comme fer en l'amour, et encore plus qu'avant, alors que ça aurait pu me dégoûter. Mais je crois tellement dur comme fer en l'amour. Moi, je veux aimer fort, je veux qu'on m'aime fort, et je mérite ça. Et je mérite un vrai amour bienveillant, et je vais l'avoir. Et parce que je le mérite, et parce que je suis que ça. Moi, je suis que amour avec les gens, de par mon tu vois, F collectif, c'est quand même un truc de relation, quoi, d'humaine, avec mes enfants, avec ma famille. Tout ça m'a apporté tellement de... En fait, c'est une balance entre puissance et douceur. C'est très... Je suis devenue très câline, des trucs que je n'étais pas avant, en fait. Mais je me suis révélée, moi, Sandra, femme. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, en fait. Maintenant, je me ressens effectivement sur moi. Donc, effectivement, prendre soin de soi, sortir, séduire. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons, mais tu t'avais oublié, en fait, que t'étais une femme. Enfin, tu vois. Mais je pense que même, c'est tout le monde pareil. Même, peut-être les hommes, c'est la même chose aussi. Mais on n'est pas que des mamans, on n'est pas que des entrepreneurs, on n'est pas que un membre d'une famille où il faut être là pour les uns les autres, etc. On est aussi une personne à part entière, une femme avec ses envies, ses désirs, enfin, tu vois. Et ça, généralement, c'est un peu le piège quand t'es... Quand tu deviens maman, c'est un truc qui passe un peu à la trappe. Ah t'es plus... Enfin, quand t'as un truc prenant, en tout cas, parce que parfois il y a des gens qui sont juste en couple et qui n'ont pas d'enfants et qui s'oublient aussi, tu vois. Ça dépend vraiment de ou au travail, hein, aussi. Quand t'as quelque chose qui te prend, c'est une question d'équilibre, je crois. Quand t'es pas équilibré, je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, mais quand il y a un équilibre qui est pas là, forcément il y a des trucs qui passent à la trappe, et généralement c'est le soi qui passe à la trappe. Et le couple. Même si je veux pas en parler, j'ai dit que je voulais pas en parler. Mais faites attention au couple. Bien sûr. Mais parce que c'est
C'est les choses qui sont plus faciles à mettre de côté. Parce que les enfants, clairement, tu peux pas les mettre de côté, ils sont là. Puis ils passent devant tout, avant tout. Ton travail, en fait, si tu le mets de côté, t'as pas de quoi vivre. Enfin, vivre, quand je dis vivre, t'as pas de quoi manger. La lionne, c'était magnifique. Alors que les autres choses, c'est presque du bonus. Tu vois, toi, si prends pas soin de toi, ça continue. Quand t'as l'impression que ça continue, sauf qu'à un moment, ça pète. Mais t'as l'impression que ça continue. Le couple, ça va être la même chose. T'as l'impression que c'est qu'un temps, machin, mais tu peux t'habituer très vite à ce temps, et en fait, t'as l'impression que, on y fera gaffe plus tard quand ce sera problématique, et en fait, quand c'est problématique, parfois c'est pas réparable, et donc, du coup, Et donc, du coup, la leçon à retenir, c'est qu'en fait, c'est soi avant tout le monde. Parce que, comme dans un avion, qu'est-ce qu'on dit quand il y a une turbulence, machin, que t'as les trucs les masques d'oxygène qui tombent, on dit tout le temps, d'abord c'est toi et après c'est l'enfant. Je viens de faire le geste, du coup ça a coupé le micro. Et c'est la même chose dans la vie, et c'est la même chose, moi je dis ça dans l'entrepreneuriat aussi, à toutes les femmes, nos clientes, de se dire, en fait, votre énergie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Votre santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de business, en fait. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de projet, l'argent ne rentre pas, et c'est impossible. Il n'y a rien du tout, en fait. Rien du tout. Et du coup, même dans la famille, c'est la même chose. Tu vois, quand je te dis, mon objectif dans la vie maintenant, c'est d'être heureuse, parce que je sais tellement que si moi je suis heureuse, mes enfants le seront aussi. Et leur apporter leur bonheur à eux, en fait, ça sera en ayant une maman qui est bien, qui est à sa place, qui est dans son équilibre, comme tu dis, qui est dans son équilibre. Et ça, c'est juste la douceur. C'est juste, il n'y a rien tout va bien. Tu vois, moi, je vois tellement ça. Moi, quand je vois mes enfants, je vois vraiment, genre, maintenant, de la douceur, de l'amour, et tout va bien. Tu vois. Et c'est ça, c'est d'abord soi. Et je pense que quand on dit un moment, c'est l'erreur qu'on fait. Je pense qu'après, on s'en rend compte au bout d'un moment. Mais il faut continuer à se faire passer en premier. Alors c'est pas toujours facile les premières années, les premiers mois, parce que ça dépend des choix que tu fais, parfois c'est compliqué, mais il faut quand même le garder en tête. Il faut le garder, c'est hyper important. C'est hyper important, puis l'image de la mère sacrificielle, c'est bon quoi, il y en a marre, c'est pas le cas. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes, au contraire, en fait je pense qu'on c'est de l'amour en fait, c'est juste de l'amour. Si on arrive à se donner de l'amour à soi, on arrivera à donner de l'amour aux autres. Si on commence pas par soi-même, mais c'est valable avec les enfants et dans les histoires d'amour de couple, c'est la même chose. Tu peux pas aimer quelqu'un comme il le mérite si toi tu t'aimes pas comme tu le mérites. Parce qu'on peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. C'est pas possible. Il y a un moment, il y aura de la frustration. Et donc, faut s'aimer beaucoup. Et en fait, parfois, on n'arrive pas à le faire. Et si on n'arrive pas à le faire, il y a des gens qui peuvent nous accompagner, nous aider à le faire. Il y a des thérapeutes, des psychologues, des sexologues, enfin peu importe quelle méthode, mais il y a des gens qui peuvent nous aider à le faire parce que c'est pas inné. En fonction de là où on vient, en fonction de comment on a grandi, on sait pas toujours comment s'aimer soi-même. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est hyper important pour soi. Et c'est un investissement en soi. Et quand je dis investissement, je pèse mes mots parce que c'est de l'argent qu'on dépense, mais le retour sur cet investissement est énorme. Juste parler en fait. Tu vois, par exemple, que je t'ai dit là, en début, je t'ai dit, là je vais parler, c'est la première fois que je parle, je vais m'auto-analyser. Parce que tu vois, des fois, en parlant des choses, tu dis, ah là, pourquoi j'ai pleuré à ce moment-là, pourquoi là tu vois, c'est bizarre que je raconte ça de cette façon. Et tu vois, tu comprends, rien qu'en parlant, tu comprends des choses. Moi, je sais que je continue à voir ma psy et que des fois, je lui parle et juste en lui parlant, je dis, ouais, c'est bon, j'ai compris, ça va. Enfin, tu vois, c'est même moi qui elle m'a dit, oui. Mais parce que tu le sors. Bah oui, tu le dis. Et en fait, c'est la façon dont tu le sors, la façon dont ton corps réagit quand tu parles de ça, la façon, c'est... Et puis tu t'entends pas de la même façon dans ta tête que dans les mots. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Quand ça sort, ça devient plus factuel, plus palpable en fait, que quand ça reste dans ta tête. Et quand ça reste dans ta tête, ça se mélange, ça macère, tu sais, c'est dégueulasse, après ça devient un truc berk. Alors que quand ça sort, déjà c'est plus intérieur de toi, donc voilà, et bien tu as la possibilité de le palper et d'en faire quelque chose. Exactement. Voilà. Bah écoute, merci Sandra. Merci à toi. Merci pour tout, c'était vraiment très très cool. En tout cas, moi tout ce que je te souhaite, c'est ce bonheur-là, c'est de continuer à faire tout ce que tu fais, à prendre soin de toi parce que tu le mérites en effet. Merci de nous avoir donné tout ça parce que je pense que ça va aider plein de gens, je suis sûre. Et puis on se revoit peut-être dans 4 ans. Tout à fait. Tout à fait. Grave, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café frappé, la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Au choix, 5. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids. Tellement bienveillant et éclairant. Merci. » Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café ?